Bonjour à toutes et à tous et bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Il y en a plein, mais je cite quelques prénoms parce que c'est ensemble que nous faisons cette émission. Je le répète chaque jour parce que c'est important. Bonjour à Stéphane, à François, à Bénédicte, à Philippe, à Céline, à Christian, à Nat, à Martial, à Michel, à Jean, à Sébastien et à tous les autres. Ici, 3 mots-clés. 1, proximité avec vous. 2, humanité avec tous. 3, interactivité entre nous. C'est le 18e numéro de Lignes ouvertes avec vous et pour vous. Avec Baptiste Leroux. Bonjour Baptiste. Bonjour Sylvain. Rédacteur en chef adjoint de Paris-Normandie, et avec Thomas Dubois, journaliste de Paris-Normandie, que vous commencez à connaître une fois de temps en temps avec une marinière, mais pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Salut Sylvain, Jean-Baptiste. Voilà, on va vous donner encore plein d'infos. Alors, restez bien avec nous parce qu'on va avoir aujourd'hui le médecin urgentiste Patrick Pelloux. On le voit régulièrement sur les chaînes nationales. C'est le président des médecins urgentistes français. On l'aura d'ici un quart d'heure, 20 minutes. On aura aussi Florence Pavageau, la déléguée régionale du groupe La Poste pour la Normandie. Beaucoup de questions se posent pour La Poste. Préparez vos questions. Préparez vos questions aussi pour notre avocate Annie Coupé, qui est spécialiste en droit de la famille, en droit des victimes et également en violence conjugale. Mais tout de suite, nous filons au Havre. Il y a du soleil. On n'est pas loin de la mer. On est sur l'aéroport du Havre-Octeville, sur la base de Dragon 76. C'est l'hélicoptère de la sécurité civile de Seine-Maritime, avec Frédéric Borghino, qui a mis son masque. Ouais, j'ai mis mon masque fabriqué par ma belle-mère, un masque de fortune. Et là, je suis en direct donc, de l'aéroport du Havre, enfin juste à côté, sur la base de Dragon 76. On voit l'hélico. Alors, je vais changer ma caméra pour vous montrer un petit peu cet hélicoptère qui participe fortement à l'effort contre le Covid. Il a emmené des patients de la région parisienne jusqu'en Normandie et même en Bretagne. Je ne sais pas si je peux vous montrer l'intérieur. Il est totalement en configuration Covid, avec des protections particulières et pour les pilotes et pour les soignants, évidemment. Alors, j'y suis parce que je prépare un reportage écrit qui sera à lire demain dans le Paris-Normandie. Donc, ne le ratez pas. Et voilà, vous allez tout savoir sur cet hélicoptère de la sécurité civile qui participe lui aussi à la lutte contre le Covid. Frédéric, est-ce que vous allez voler à bord de Dragon 76 ? Alors aujourd'hui, non, je ne vais pas pouvoir voler malheureusement parce que, comme je vous le disais, l'hélicoptère est en configuration Covid, c'est-à-dire que dès que quelqu'un entre dedans, il faut qu'il soit totalement désinfecté à l'intérieur. Du coup, on évite les vols inutiles. On a fait le tour, Frédéric ? On a fait le tour et vraiment, je vous invite à lire l'article demain dans le journal papier qu'il faudra acheter en même temps que la baguette. Voilà, ou bien également sur le web. Sur le web, évidemment, toujours. Bon, merci pour cet écho aéronautique en direct depuis l'aéroport du Havre-Octeville. À bientôt Frédéric. Et puis il y a Mathieu qui nous dit que... On joue toujours un peu en ressemblance ici. Hein. Mathieu trouve que Frédéric Borghino ressemble à Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine. Bon, d'accord. Voilà. Ça mange pas ce pain. Ça mange tout le monde est masqué. Messieurs, donc je le répète, restez bien avec nous. Florence Pavageau-La Poste, le docteur urgentiste Patrick Pelloux, qui n'a jamais sa langue dans sa poche. Hein. Il dit les choses cash telles qu'elles sont. Et puis, en attendant tout cela, eh bien, la une de Paris-Normandie, c'est un lancement traditionnel. Vous titrez, Baptiste Leroux, confinement, la prolongation, bien sûr. Oui, nous titrons là-dessus. C'est un titre qui s'est fait tardivement dans la soirée, puisqu'en fait, c'était une annonce de l'Élysée qui est tombée vers 20h30, 20h, un communiqué en disant voilà, que le confinement allait être prolongé. Alors, ce n'est pas au-delà du 15 avril. Ce n'est pas une surprise. On s'y attendait. Reste à savoir combien de temps. Et là-dessus, peut-être qu'on en saura plus lundi prochain, puisque le chef de l'État doit prendre la parole. C'est devenu un peu un rendez-vous avec les Français, un rendez-vous qui est peut-être attendu au moins pour avoir une ligne directrice. Rendez-vous un peu angoissant des fois, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, quand il prend la parole, généralement c'est pour annoncer des choses un peu... angoissant, je sais pas, en tout cas un peu anxiogène, en tout cas c'est pas forcément toujours pour des bonnes nouvelles. En même temps, souvent les infos auprès des journalistes fuitent un peu, si je puis dire, et ce qui fait que souvent on annonce un petit peu le contenu un peu à l'avance, ce qui fait qu'on s'attend un peu à ce qu'il va dire en général. Oui, là c'est plutôt préservé, parce que à chaque fois que le chef de l'État ou même le Premier ministre a pris la parole, on ne savait pas trop, on a découvert en même temps que tout le monde ce qui se disait, et on l'a bien vu d'ailleurs sur la première allocution présidentielle, où le synthé, enfin en tous les cas la traduction en synthé, on voit bien que le texte n'avait pas été donné à la personne qui faisait le relais, quoi.
Alors on détaille justement le contenu de cette édition du jeudi 9 avril. Nous sommes en direct. Alors participez, commentez, questionnez. On est là pour vous répondre. Puis encore une fois, préparez vos questions pour l'avocate droit de la famille, droit des victimes et droit de la violence conjugale. Et puis également Patrick Pelloux, l'urgentiste que vous connaissez puisqu'on est nombreux à le voir régulièrement sur les chaînes nationales. Alors le contenu, messieurs, je vous laisse le détailler pour tous nos amis. Cette annonce du confinement, sur lequel on a effectivement tardivement, il a fallu changer un petit peu les plans, qui n'est pas une surprise, mais qui sera, comme le disait Baptiste, qui va certainement être détaillé dans quelques jours par Emmanuel Macron, à savoir pour combien de temps il va être prolongé. C'est la question qui taraude évidemment tout le monde. Dans ces pages-là, il y a un petit point aussi qui a été fait sur le limogeage, parce qu'il faut en parler, c'est pas inintéressant, du directeur de l'ARS Grand Est, donc l'agence régionale de santé, qui globalement s'est un peu pris les pieds dans le tapis la semaine dernière, en annonçant la poursuite en fait des réformes au sein de l'hôpital, et tout de suite ça a été sanctionné par le politique, et là on voit vraiment quand même que le politique prend la main sur les problématiques de santé qui concernent tout le monde. Question, messieurs, question qui... Oui, pardon. Non, je dis, on aura peut-être l'occasion d'en parler avec Patrick Pelloux tout à l'heure, mais effectivement, la question des moyens hospitaliers maintenant devient archi sensible. Alors, on pourra poser la question aussi, question qui vient de nous parvenir, question à Patrick Pelloux, mais je vous la pose tout de suite si vous avez une réponse. Est-ce que les masques en tissu sont fiables ? En tous les cas, je crois que c'est dans le sens de la sortie. Dans un sens, c'est pas... Oui. Ouais, exactement. Je crois que pour la personne qui sera porte le masque, c'est... Enfin, allez-y. Non, mais on va garder la question pour Patrick Pelloux. Ouais. On continue à détailler le contenu de Paris Normandie du jour. Donc une interview, je crois, après du directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur, Olivier Schwartz, qui a été complétée par cette annonce du maire de Yerville, Alfred Tracy-Payoc, qui veut rendre les dépistages obligatoires à la maison de retraite. Donc voilà, on voit bien que les initiatives sont prises localement en fonction des municipalités dans la région. Messieurs, question d'un internaute qui se pose une question sur votre métier de journaliste de presse écrite. Il nous demande comment faites-vous pour changer comme ça in extremis la programmation dans le journal quand les news en fin de journée tombent comme ça de manière à brûle-pourpoint? Alors on essaie d'être très agile. Après c'est sûr qu'on a des contraintes horaires. Là, nous sommes dans une configuration particulière. Il y a une seule édition pour l'ensemble du territoire que l'on couvre. Donc on est plus agile. Après, il est certain qu'on sera en configuration normale. On peut quand même changer les pages jusqu'à... Jusqu'à quelle heure? Tout dépend de l'édition, mais jusqu'à 22h30, 23h, toutes nos éditions peuvent être servies et peuvent être changées. Après, la dernière édition qui est tirée, c'est celle de Rouen. On peut être en bouclage jusqu'à minuit et demi, 1h. Vous verrez tout à l'heure, on va vous remontrer quelques images de l'imprimerie de cette nuit, qui fonctionne la nuit, bien sûr, pour que le journal soit livré tous les matins. Il y a quelque chose d'intéressant aujourd'hui, alors intéressant pour un certain nombre de personnes qui ont la main verte et qui ont un jardin, qui ont la chance d'avoir un jardin, c'est qu'il se passe quelque chose du côté des jardineries. Oui, c'est une info qui va certainement intéresser pas mal de gens en ce moment qui profitent du confinement pour jardiner. Alors les jardineries sont de nouveau autorisées à ouvrir, on va dire normalement, quasi normalement, c'est-à-dire qu'avec des mesures évidemment de précaution pour les clients comme pour les salariés, sur des horaires restreints pour certaines. Là, je lis les jardiniers Truffaut, Isnoville et Barentin, c'est de 9h à 13h. Après, je sais pas, on peut peut-être effectivement s'interroger sur pourquoi autoriser les jardineries au même titre que les supermarchés aujourd'hui. Voilà. Vous titrez feu vert pour les jardineries. Alors après, je crois que c'est une demande qui avait été faite par une députée de Seine-Maritime, c'est Stéphanie Kerbar, parce qu'en fait, toute la principale activité aussi de ces jardineries se fait au printemps et à l'été. Et là, c'est sûr que si jamais ils passent à côté, ce sont des milliers d'emplois aussi qui seraient sacrifiés. Donc je crois qu'il y a une ouverture dans ce sens, avec quand même des contraintes sanitaires fortes au sein des magasins concernés. Et puis des contraintes d'horaire aussi. Oui, ce qu'on disait, 9h. Pour certaines d'entre elles, en tout cas, c'est uniquement le matin, de 9h à 13h. Donc quand même sur des on aime bien faire le point. Réduites. On aime bien faire le point avec Marc Braun sur ces petits échos comme ça qui nous amènent du territoire de toutes nos entreprises, là, toutes celles qui nous entourent. Marc Braun, bonjour. Salut Marc. Bonjour Marc. Bonjour tout le monde. Bonjour Marc, oui, le moment peut-être pour nous donner 2-3 échos de la vie économique, là, tout proche de chez nous, c'est concret, c'est de l'économie territoriale. Oui, des échos, et j'aime bien annoncer ce que les lecteurs et internautes pourront trouver dans nos éditions de demain. Donc j'ai fait un tour d'horizon. Je fais un tour d'horizon demain du raffinage en Normandie et de l'état de la consommation des carburants, avec une interview d'Olivier Gantois, qui est un ancien cadre dirigeant de Shell et qui est le nouveau président de l'Union française des industries pétrolières, l'UFIP.
Et il décortique donc pour Paris-Normandie la situation du raffinage en France dans un contexte un petit peu global, on va dire, de géopolitique mondiale qui est complètement exacerbé par le coronavirus. En gros, on est sur 70% de demande de carburant routier en baisse, et avec des prix qui tournent autour de 1,23€ le litre de gazole, 1,28€ de samplon 95, qui est le plus vendu. Donc des niveaux à la pompe très bas, mais le paradoxe, c'est qu'on n'en profite pas parce qu'on roule très peu. Marc, je m'immisce là tout d'un coup. On a indiqué à tous nos amis que les jardineries allaient rouvrir sous certaines conditions. Est-ce que vous avez des infos sur les magasins de bricolage? Quelqu'un qui nous suit nous pose la question. Alors c'est un peu particulier parce que moi j'avais cru lire, entendre que certains magasins comme le Roi Merlin maintenaient un certain volant d'ouverture, mais à condition qu'on prévienne à l'avance, notamment pour les professionnels. Mais j'ai aucune information. Je sais que certaines jardineries, les Leclerc notamment, sous prétexte d'animalerie ouverte, d'accès aux aliments pour les animaux, restaient ouvertes, et donc de ce fait, les consommateurs avaient accès à tout ce qui était plantation, semences, et puisque c'est le moment, mais pas davantage d'informations. Oui. Sous réserve, je crois, enfin, il me semble que pour les magasins de bricolage, il y avait une autorisation qui avait été donnée d'ouverture totale, et c'est un choix en fait des magasins d'avoir fermé pour protéger et les clients et leur personnel, avec une possibilité quand même de drive pour certaines enseignes. Alors, des questions. Oui, tout à fait, sachant qu'effectivement, quand on rentre dans ce type de magasin, on touche énormément de surface, et il y a un petit peu comme dans en GMS classiques. Donc, je pense que les dirigeants ont préféré protéger leurs collaborateurs. Très bien. Il y a des questions qui tombent. On va les garder pour Patrick Pelloux. Est-ce que la terre peut être contaminée? On garde ça en stock. On garde en stock également les médecins qui font de la téléconsultation. Sont-ils rémunérés pour ces prestations? On garde en stock aussi. Oui. Moi, j'aurais éventuellement une question, Marc. Pour revenir sur votre sujet raffinage pétrole, la question toute simple, c'est finalement est-ce que la situation actuelle va avoir un effet sur le prix à la pompe finalement? Le prix à la pompe, il est déjà très bas. Il n'a cessé de baisser. On ne sait pas encore ce que ça va continuer à baisser. Je sais que le prix du baril, la semaine dernière, est passé sous les $20 au niveau du Brent, donc le pétrole de la mer du Nord, et aussi des pays producteurs de l'OPEP. Le problème, c'est qu'on assiste à une véritable guerre entre les différents producteurs. La Russie, avec la Chine qui repart dans sa demande. Donc, il y aura peut-être un déblocage cette semaine, mais en gros, un pays producteur de pétrole met en avant qu'il souffre, mais en gros, veut faire davantage souffrir aussi le voisin. Donc, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, on va rester sur des prix bas tant qu'on ne roulera pas. D'accord. Mais on n'est pas dans une situation classique. Un petit cours de géopolitique en même temps, c'est bien. Ok, merci beaucoup Marc. On vous retrouve régulièrement pour tous ces échos du territoire, la vie des entreprises locales, les entreprises qui nous entourent. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, donc on continue le cours de notre programme. Gardez vos questions tout de suite, préparez-les pour l'avocate qu'on va avoir en ligne juste après ces quelques images. Regardez, ça témoigne bien de la grande difficulté sentimentale et affective qui nous plonge nombre d'entre nous, ces obligations de confinement. Regardez, on a filmé un fils qui rend visite à sa maman qui est en maison de retraite, qui est âgée. Et voilà, les images sont assez poignantes parce qu'il est devant la fenêtre, on voit la maman derrière sa fenêtre, il essaie de la joindre par téléphone, et il ne peut pas, ça ne marche pas, la maman ne réussit pas à faire fonctionner son smartphone. Regardez, on vous laisse voir ces images comme nous allons les regarder. Oui. Fait 4 fois 0. Ok.
Quoi? Ouais, bah, laisse, il marche pas. Je vais t'appeler après par le standard. Ouais. Pourquoi je te réponds avec ça? Bah, est-ce que ça sonne, là? Je sais, ça fonctionne pas. Faudrait que quelqu'un monte après pour te débloquer le téléphone. Appuie pas sur les boutons. Laisse-le comme ça pour l'instant. Non. Laisse-le, quelqu'un va monter après. Je rappellerai après pour voir comment ils peuvent te débloquer le téléphone. Je vais te rappeler après pour qu'ils te débloquent le téléphone. Ok? Tu peux dire un coucou? Par la fenêtre. Maman, tu peux... Je te rappelle après, ok? Vous voyez, alors ça illustre bien la grande difficulté et puis une forme de tristesse de ne pas pouvoir être plus proche. Et puis c'est vrai que dans le titrage, on met si proche et pourtant si loin. Ben voilà, impossible de franchir cette barrière sanitaire qui se trouve entre lui, comme on est très nombreux à le vivre avec nos proches. On a Annie Coupé qui est en ligne. Bonjour Annie. Oui, bonjour Sylvain Rijon. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Lignes Ouvertes pour nous donner quelques éléments d'information sur les compétences qui sont les vôtres en matière de droit, puisque votre champ d'action et de travail, vous, c'est la famille, c'est les violences conjugales aussi, d'ailleurs. On fera un petit point avec la criminalité juste après avec Baptiste Leroux, et droit de victime aussi. Qu'est-ce que vous observez, là, depuis ces périodes de confinement, s'agissant du point d'observation qui est le vôtre en tant qu'avocate ? Alors, j'ai observé beaucoup d'inquiétudes et d'anxiété chez les parents séparés, puisqu'il y a eu une période un peu de flou artistique autour des communications gouvernementales, notamment sur ce que les parents séparés pouvaient faire avec les enfants pour exercer les droits de visite notamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de la Justice est venu préciser les choses dans un communiqué la semaine dernière, ce qui a été salutaire à vrai dire, puisque on sait que les déplacements dérogatoires sont possibles pour motif familial impérieux, donc ça regroupe la garde d'enfants, même si le terme est impropre, ça regroupe la possibilité de transférer les enfants pour les gardes alternées et pour les droits de visite, mais surtout le communiqué est venu préciser des réserves et des restrictions de bon sens, notamment qu'il fallait limiter les déplacements de longue distance, qu'il fallait aussi éviter que les enfants soient dans les transports en commun et faire en sorte que ceux-ci ne soient pas en contact avec des personnes vulnérables. Alors, quand les parents s'entendent, il n'y a pas de difficulté pour appliquer tout ça, mais en règle générale, lorsqu'il existe des conflits et que ceux-ci sont exacerbés par une période un peu anxiogène, c'est un peu délicat et on s'est retrouvé avec des questions qui allaient dans tous les sens. Thomas. Justement, Annie Coupel, l'une de vos consoeurs nous disait il y a quelques jours que justement dans ce genre de situation, c'était le confinement finalement qui prévalait, le droit était plutôt du côté du parent chez qui l'enfant finalement se trouvait et que la règle qui prévalait avant tout c'était le confinement. C'est toujours le cas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet a été... il y a des interprétations plus ou moins strictes du premier communiqué, si vous voulez, puisque au départ, on parlait de garde d'enfants et c'était vraiment impropre. Donc, il y a eu des interprétations plus ou moins strictes. La tendance générale aujourd'hui, c'est de dire que s'il y a une décision de justice qui a été rendue, il faut l'appliquer, sous réserve évidemment des restrictions que je viens de vous indiquer, à savoir les restrictions sanitaires et évidemment la possibilité pour les parents de faire différemment, puisqu'on est toujours en capacité de trouver des accords dérogatoires, notamment ce qui avait dû être expliqué la semaine dernière, de prévoir des alternances différentes, par exemple pour les parents qui sont en résidence alternée, de prévoir des accords de compensation lorsque le confinement sera levé, ou de maintenir les liens de manière différente avec notamment des Skype ou ce genre de choses.
Alors, Annie Couvé, j'en profite parce que c'est pas forcément votre spécialité, mais je vous laisse quand même réagir. En tant qu'avocate, vous pouvez avoir peut-être des éléments de réponse. Question qui nous est posée. 2 infirmières ont eu un peu de problèmes avec leur hiérarchie. L'une d'entre elles a été convoquée de manière un peu disciplinaire pour avoir fait des vidéos des blouses un peu en mauvais état. Elle devait regretter certainement de ne pas avoir suffisamment de matériel de qualité. Et puis une autre aussi a été mise à pied, d'après ce que l'on nous dit, aurait été mise à pied après avoir envoyé des mails demandant des masques. Qu'est-ce que ça vous suggère comme réaction ? Alors, ce que je peux leur conseiller, c'est de prendre attache effectivement avec un avocat en droit du travail pour contester des mesures de sanctions qui apparaissent, selon elles, injustifiées. Donc, c'est tout à fait possible de le faire, même en temps de confinement. C'est des lettres recommandées à envoyer à leur hiérarchie. Quelques mots quand même. Oui, Baptiste. Oui, une question plus personnelle, en tous les cas, concernant votre profession. Oui. Il y a eu des semaines de grève en début d'année et en fin d'année dernière. Là, on enchaîne sur une situation de pandémie avec une activité donc, qui est quand même compliquée. Comment votre profession vit cette période ? Alors, avec beaucoup de craintes pour l'avenir. Il y a déjà effectivement beaucoup de cabinets qui ont été déstabilisés au niveau de la trésorerie par ces mois de grève. Donc là aujourd'hui, il va falloir se remonter les manches, rebondir. Alors je ne doute pas que la profession est capable de résilience. J'incite aussi à investir le champ non judiciaire, puisque étant également médiateur, on sait qu'on va devoir faire aussi sans le tribunal pour quelques semaines, que l'activité va redémarrer tout doucement et on peut faire des choses en dehors du champ judiciaire. La médiation, c'est un exemple. Les avocats continuent de travailler en télétravail et on peut poursuivre notamment notre activité en trouvant des accords. Encore une question. Ouais. Et vos clients continuent à vous appeler ? On voit que chez les médecins libéraux, chez les médecins généralistes, justement, les patients n'osent plus consulter leurs professionnels. Est-ce que chez vous, vous avez encore des demandes de conseils, des demandes d'entretien, même par téléphone ? Oui, il y a encore des demandes. L'activité, c'est quand même va fortement diminuer, très clairement. Mais on a toujours des demandes et il faut savoir que le CNB, Conseil national des barreaux, a mis en place en début de confinement des permanences de consultation et ça a vraiment très bien fonctionné. Dernière question, si vous me permettez, parce que ça pousse bien derrière, si je puis dire, au niveau du programme. Mais encore une fois, on vous remercie vraiment d'être avec nous ce midi. Dernière question, peut-être ce que vous inspire ces situations qui sont nombreuses vraisemblablement et qui concernent les violences conjugales encore plus avec le confinement. Alors je suis contente que vous me posiez la question, Sylvain Richoun, puisque aujourd'hui on est vraiment très inquiet. On sait qu'il y a plus d'un tiers de situations à risque dans le foyer familial. C'est vraiment une grande menace. Ce que je peux vous indiquer, c'est que même si les structures d'accueil dédiées sont fermées et ont leur porte close, il y a encore de nombreuses permanences à distance qui se tiennent. Ouais. Je pense que tout à l'heure, vous avez diffusé toute la liste des documents, les documents qui ont été émis par la préfecture en ce sens. On peut le rediffuser d'ailleurs à l'écran, le document en question. Voilà, donc il y a les numéros d'urgence qui fonctionnent à plein. Il y a le SMS 114 qui a été aussi mis en place, qui permet aux victimes d'alerter et d'être localisées lorsqu'il y a une situation d'urgence et qu'elles ne peuvent pas parler. Dans l'enceinte familiale, on peut effectivement se rendre compte de la difficulté. Il y a des chats avec la police qui existent et aussi sur le ressort de Rouen, il y a une quarantaine d'avocats qui se sont portés volontaires pour poursuivre leur mission dans ces conditions particulières pour notamment monter des dossiers d'ordonnance de protection. C'est tout à fait possible encore aujourd'hui. Le tribunal judiciaire de Rouen est mobilisé. Et on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire on communique par mail, on envoie les pièces par photo, etc., pour monter les dossiers et pour protéger les victimes à distance. N'oublions pas aussi les pharmacies qui jouent un rôle aussi dans le cadre des violences conjugales, où une femme battue, la plupart du temps, ce sont des femmes, peuvent se rendre dans les pharmacies et se réfugier. Tout à fait. Et il y a une initiative qui a été prise également pour certains centres commerciaux qui aujourd'hui, alors j'ai entendu parler de certains centres commerciaux au Havre, je ne sais pas si ça a été diffusé sur la région rouennaise, mais qui permettent aux victimes de s'adresser au guichet, d'avoir accès aux associations par téléphone.
Merci beaucoup Annie Coupé. Merci. Je vous en prie. Merci. Alors voilà, comme avec un certain nombre d'experts que l'on reçoit sur ce plateau en direct, on vous dit à vous aussi qu'on aura peut-être plaisir à vous ressolliciter dans les prochains jours, pourquoi pas. Merci beaucoup. Au revoir. On vous passe quelques images du fondateur et qui est dirigeant également d'une marketplace, une place de marché. En quelques mots très simples, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une organisation qui permet aux commerçants de centre-ville en général, mais pas seulement, de plus en plus, qui permet aux petits producteurs qui ne vendent plus parce qu'il n'y a plus de marché, eh bien, de délivrer leurs produits par Internet. Cette société s'appelle Olka, O2LCA, et évidemment, elle profite énormément de la situation puisque les livraisons sont en expansion. Je crois que leur chiffre d'affaires augmente de presque 1200, plus 1200%. Plus 1200%. Regardez, c'est un extrait. Nous, notre revenu, il est basé vraiment sur le nombre d'adhésions de nouveaux commerçants. Donc là, on va pouvoir mesurer finalement l'accélération en termes de chiffre d'affaires au niveau de l'entreprise. En pourcentage d'accroissement de business, c'est 1200%. Ce que je retiens de cette crise, et je dirais l'après-crise pour Olka, eh bien, c'est ma volonté. Ma volonté à aller beaucoup plus loin et à accompagner par exemple les producteurs, les maraîchers, mais aussi les fermes qui veulent vendre directement à la ferme, par exemple, avec le service de drive, puisque aujourd'hui Internet offre une visibilité très très forte et les distances s'annulent. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour des agriculteurs, tous ces acteurs. Donc je souhaite m'ouvrir aussi à cela et travailler aussi pour tout ce qui est les marchés, de permettre, et on le voit dans le contexte, c'est une catastrophe ce qui arrive aujourd'hui. Les marchés ont fermé, donc tous ces petits producteurs, tous ces petits vendeurs de marché, je les connais très bien pour y avoir travaillé plus jeune dessus. J'aimerais aussi leur apporter une solution pour eux et de faire d'Internet également une opportunité pour les vendeurs sur les marchés français. Par rapport au contexte actuel, le constat dont on peut ressortir plus fort, c'est que les consommateurs cuisinent. Aujourd'hui, cuisinent des produits locaux puisqu'ils ont plus ou moins plus le choix. On le voit, la grande distribution vend des produits français et il a fallu malheureusement cette crise pour qu'ils en prennent conscience. Et on le voit, on va revenir pour moi de plus en plus à une consommation locale française. Donc le constat que l'on peut faire par rapport au drive de la grande distribution et par rapport à ces produits industriels qu'on a tous besoin d'acheter des produits, je dirais, d'épicerie et de fonds de placard comme on peut les appeler, mais on se dirige et on voit bien le consommateur profite de ce temps libre pour cuisiner, pour travailler des bons produits, consommer local, faire marcher les artisans locaux. Donc ça, aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Et oui, l'ambition que l'on peut avoir, et les chiffres le démontrent, puisqu'on fait partie des top 5 des plateformes qui réalisent le plus de livraisons en France parmi la grande distribution. Donc déjà, les petits artisans ont commencé leur révolution face à la grande distribution, puisqu'on commence à rentrer à leur niveau dans les services que l'on propose. Et notre volonté, bien évidemment, est d'aller plus loin par rapport à ça. Voilà, vous pouvez retrouver l'interview complète de Victor Gobourg dès cet après-midi sur pntv.fr. Et vous voyez, messieurs, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut se demander s'il ne va pas y avoir... On réfléchit tous sur l'après, savoir comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura des bouleversements, des changements. Mais notamment dans la distribution, eh bien, tous ces petits producteurs se fédérant, se mettant de plus en plus à Internet, à la livraison, le click and collect, etc., on peut se demander si ça ne peut pas faire naître un secteur concurrentiel par rapport à la grande distrib historiquement implanté sur ce type de marché. Je pense qu'on va être un certain nombre à prendre pas mal de nouvelles habitudes de consommation. Je pense. Oui. Ça a déjà commencé. Alors, on a Patrick Pelou en ligne. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Normalement. Bonjour. Bon, voilà, vous nous arrivez. Les ondes nous apportent votre voix. On est évidemment, Patrick Pelou, très heureux de vous avoir sur le plateau de Lignes Ouvertes sur PNTV. Tant la profession qui est la vôtre aujourd'hui est mise à rude épreuve. Vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Oui. Donc je disais, on est heureux de vous avoir, tant la profession qui est la vôtre est mise à très rude épreuve aujourd'hui. Quels sont vos sentiments de ce jour-là ? On est le 9 avril. Qu'est-ce que vous ressentez en ce 9 avril ? Alors, il n'y a pas que la profession de médecin, il y a toutes les professions qui travaillent à l'hôpital, les infirmières, les aides-soignantes, les ambulanciers, les manipes radio, enfin il y a tout l'hôpital, les directions aussi, mais surtout je pense que la profession qui est la plus en avant actuellement, c'est les médecins réanimateurs médicaux, qui sont vraiment en avant parce que c'est eux qui animent le travail dans les réanimations. Au niveau des services des urgences, la situation est
on va dire, relativement calme, hein, voire même dans certains services dans les grandes villes touchées par le Covid-19, il y a quasiment une activité historiquement basse. Et les appels du SAMU pour ce qui est de la région parisienne ont chuté. Donc, ça veut dire qu'actuellement, soit on est vraiment sur une phase de plateau, c'est-à-dire qu'en fait l'épidémie se tasse un petit peu. Les raisons, je ne les connais pas exactement. Est-ce que c'est parce qu'il fait un peu plus chaud? Est-ce que c'est parce que le confinement donne de bons résultats? Je pense que c'est un petit peu tous ces facteurs. Mais surtout, là, il faut insister sur le fait que les réanimations médicales sont vraiment pleines à craquer. Non, Baptiste, peut-être, avait une question pour commencer. Justement, sur la question du confinement, on s'oriente vers une prolongation, là, au-delà du 15 avril. Le chef de l'État va préciser ça lundi prochain. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Pelloux? Moi, je pense qu'il faut commencer à songer à déconfiner. Ça, je n'ai pas la date exactement. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se laisser un petit peu de temps, en effet, un délai de 10-15 jours pour voir comment va vraiment se stabiliser l'épidémie est sans doute nécessaire. Mais il faut déjà qu'on travaille au déconfinement. Et il y a une chose importante, c'est comment on va vivre avec cette maladie. Parce que l'épidémie, c'est pour ça que le mot guerre est peut-être inapproprié, parce que si vous voulez une guerre, vous savez, vous connaissez l'ennemi, puis d'un coup vous l'abattez, vous avez gagné, et puis la guerre est finie. Oui, là ça serait plutôt de la guérilla. Ouais, c'est ça, parce que le virus, c'est ce qui ne va pas réapparaître par foyer. Il ne faut pas qu'on se prépare un petit peu comme le modèle qui fait que quand on a un foyer de tuberculose, on le localise, on dépiste les gens, on les surveille. Est-ce que vous êtes pour la généralisation du port du masque? Oui, ça, oui. Pendant un moment, il va falloir. Et ça, vous pensez qu'on ne va pas y couper, il va falloir y passer? Non, on ne va pas y couper. On ne va pas y couper pendant quelques mois, histoire d'être sûr que la maladie est disparue. Ça sera une bonne arme. Et comme renforcer l'hygiène dans tous les lieux publics, avec du gel hydroalcoolique à l'entrée, des toilettes où il y a du savon, vous voyez, il va falloir vraiment avoir toute une chaîne. Tant mieux, on va être plus propre, mais quelque part, toutes les maladies contagieuses vont diminuer. Alors, Patrick Pelloux, oui, question, parce que vous savez, on essaie d'être le plus proche possible et le plus réactif possible par rapport aux réactions et aux questions des internautes qui nous suivent. Donc, je rappelle, vous tous qui nous suivez, qui nous regardez, si vous arrivez maintenant, eh bien, on est avec Patrick Pelloux, médecin, bien sûr, urgentiste et également président de l'Association des médecins urgentistes de France. Alors, on nous demande sur nos réseaux, Patrick Pelloux, faut-il craindre une deuxième vague en Chine ? Écoutez, on n'en sait rien. Là, ils sont en train de déconfiner la région de Wuhan. C'est assez mystérieux. Il faut se retourner vers nos amis vétérinaires qui connaissent bien le coronavirus, qui existe depuis toujours, et qui, quand le coronavirus arrive dans un élevage, il tue, et puis après, le virus, il s'en va. Donc, est-ce qu'il va faire la même chose avec les êtres humains? Je ne sais pas. Alors, mais pour l'instant, on n'a pas de signe d'une nouvelle vague. C'est ça qu'il faut quand même voir. Autre question, Patrick Pelloux, des internautes. Les masques en tissu sont-ils fiables? Ouais, s'ils sont bien faits, a priori, s'ils sont bien faits. Alors, vous avez des tas de patrons pour faire ces masques soi-même. On commence à en trouver dans les journaux aussi. Très bien, qui est du GHU de Grenoble, qui a été fait par les hygiénistes et qui est pas mal. Ouais. Demain, d'ailleurs, Baptiste, demain dans Paris-Normandie? Tout à fait. Il y a un patron pour réaliser un masque et samedi également. Voilà, c'est très bien. Patrick Pelloux, de quelle manière on pourrait déconfiner justement progressivement Comment ça pourrait se faire selon vous? Alors, c'est là, on est en train de discuter sur ça. L'idée, ça va être d'y aller progressivement et de voir comment la population obéit et est réceptive. Je pense que les premiers trucs à ouvrir, ça seront les commerces. D'accord, parce qu'on a une population qui va commencer à manquer de quelques trucs. Il faut peut-être préserver un peu l'économie aussi. Ouvrir les marchés, rouvrir le commerce de proximité, y aller progressivement. Donc, relancer le travail et les déplacements des gens, si et seulement si ils ont des masques pour pouvoir rentrer dans les transports en commun. Augmenter, ça je sais par exemple à Paris, la maire de Paris a demandé à ce que ça soit fait, on désinfecte à chaque fois vraiment les transports en commun, c'est-à-dire eau de javel diluée à 10%, etc., etc. Après, très progressivement, on rouvre les écoles. Là, vraisemblablement, il va falloir le port du masque pour les collégiens et les lycéens. Pour les plus petits, ça sera difficile, ils ne les gardent pas de toute façon, donc ça sera un petit peu plus difficile. On sort la cagoule. Et voilà,
les formes de cagoule, oui. C'est pas bête votre idée, c'est pas bête. Ouais, c'est pas bête. Ouais. Docteur, oui, j'enchaîne deux, trois questions, si vous pouvez répondre assez brièvement pour qu'on puisse effectivement enchaîner. On nous pose la question suivante. Le dépistage systématique est-il significatif par le simple fait que fait trop tôt ou trop tard, finalement, il peut ne pas donner grand-chose? Quel est votre avis là-dessus? C'est exact, mais d'un coup, ça permet quand même de quantifier les gens positifs et les gens négatifs. Ouais. Et donc, à partir du moment, ça permet de voir qui est à risque et qui n'est pas à risque. Votre avis, docteur, sur la chloroquine? La chloroquine, ça donne des résultats. Alors là, il faut attendre les études qui sont en train d'arriver, savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est vraiment le débat actuel, mais les études vont nous révéler des choses. Et ça, c'est intéressant, mais il ne faut pas... c'est vrai que ça a donné une très mauvaise image du monde hospitalo-universitaire et où ils s'insultent régulièrement. Ouais. Donc c'est sûr que c'est assez compliqué de voir comment ils s'insultent et comment après ils vont conseiller les puissants de ce monde. C'est assez bizarre. On avait une question tout à l'heure, peut-être pouvez-vous répondre. On nous demandait, les médecins qui pratiquent des consultations à distance, de la téléconsultation, sont-ils rémunérés pour cela? Exactement, ils sont rémunérés. Ouais, le prix d'une consultation, voire même avec un forfait de plus. Mais là, il faut vraiment que ça soit bien fait, quoi. Il y a des choses qui sont un peu discutables. Hein. Patrick Pelot, tout le monde s'accorde à dire actuellement que l'heure n'est pas encore à la polémique. C'est difficile quand même de ne pas vous poser la question de ces moyens hospitaliers, ce manque de moyens que vous dénoncez depuis si longtemps. On voit le directeur de l'ARS Grand Est qui s'est fait sèchement limoger pour avoir confirmé la poursuite de la restructuration du CHU à Nancy. Comment vous voyez cette situation Moi, je la vois très bien. Parce qu'il y a un président de la République il y a quelques semaines qui a dit que ça n'avait pas de prix et que c'était coûte que coûte. Premièrement, il va falloir augmenter tous les salaires de tous les personnels des hôpitaux de 300 € par mois. Ça sera le remerciement de la nation au travail qu'ils ont fait. D'accord ? Il faudra mettre autour de la table pour valoriser la rémunération des médecins hospitaliers parce que c'est beaucoup plus faible que les médecins privés. Deuxièmement, il va falloir, c'est simple, vous voyez la capacité de vie qu'on a actuellement en réanimation médicale. En gros, il va falloir la garder. D'accord ? Ça sera notre filet de sécurité pour les années qui viennent et pas la baisser. Arrêter toutes les fermetures de lits et réouverture des lits en fonction des besoins des services notamment d'urgence, mais des services hospitaliers aussi. Donc il y a un grand plan. Là, on peut dégainer l'idée historique du plan Marshall pour les hôpitaux. Mais vous faites confiance là aujourd'hui à l'exécutif sur ce sujet-là ? C'est compliqué. Je fais confiance à l'exécutif parce qu'on est en crise et on est français, donc on est derrière le président de la République de toute façon, parce qu'on est français. Mais après cette crise, il va falloir discuter. Et pour l'instant, il ne donne pas les signes de vouloir discuter. C'est ça qui m'affole beaucoup. Une petite question, Patrick Pelot, en rapport avec votre propos initial, sur la baisse des admissions concernant les patients hors Covid, AVC, crise cardiaque, etc. Vous ressentez une baisse. Est-ce que la nature est bien faite ou est-ce que, justement, comment vous l'expliquez ? Écoutez, on ne l'explique pas. On a baissé de pratiquement 60% des malades dans toutes les pathologies. On ne l'explique pas, on ne sait pas. Est-ce que c'est la peur des patients de venir aux urgences et éventuellement de contracter la maladie ? Est-ce qu'il y a moins d'AVC ? Est-ce qu'il y a moins de crise cardiaque ? Non, on ne pense pas. On ne pense pas qu'il y ait moins d'AVC, moins de crise cardiaque. On pense que les gens qui ont fait, par exemple, des douleurs thoraciques d'infarctus, ils sont restés chez eux, ils n'ont pas appelé. D'autre part, les SAMU qui, au départ de l'épidémie, ont dit qu'il fallait que tout le monde appelle le SAMU. Du coup, les gens qui avaient des pathologies graves, ils ne pouvaient plus appeler les secours. Docteur, là, il y a de réflexion. Peut-être une dernière question pour ne pas abuser de votre temps. Dernière question qui nous est posée sur le web. Si le but est d'atteindre, alors encore une fois, pour autant que ça soit ça, mais si le but est d'atteindre 60% de la population immunisée, la personne nous demande comment peut-on atteindre ce résultat par le confinement. Ça paraît effectivement paradoxal. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que le propre d'une épidémie, c'est de s'arrêter quand le virus a contaminé suffisamment de personnes. Donc c'est une véritable question. Et votre auditeur a tout à fait raison, car en fait, on freine la maladie, on ne l'arrête pas avec le confinement. Et je ne peux pas m'empêcher là, une toute petite dernière, et puis on vous laisse partir. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Suède, la méthode très originale qui a été la leur ? Écoutez,
il y a plein de méthodes, il y a plein de pays, il y a pratiquement une méthode par pays parce que ça dépend de leur système politique, de leur système sanitaire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la Suède est beaucoup moins touchée que les autres pays et que des pays qui se sont lancés dans des idées ubuesques comme l'immunité collective que Boris Johnson, et j'espère qu'il va s'en sortir, voulait faire en Angleterre, on a vu que ça entraînait un chaos. Donc il faut faire attention. Voilà. Et puis quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, ça va être terrible. Et je rappelle pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas en tête, effectivement, la méthode suédoise, c'est effectivement de ne pas confiner, de laisser les gens continuer à vivre pour que les gens l'attrapent en fait. Hein. C'est ça. Et quand vous regardez ce qui se passe à New York où ils n'ont rien fait du tout, c'est un carnage. Et ça va toucher les Afro-Américains, mais de manière massive, parce que notamment ils sont obèses. Et l'une des principales, là, on s'accorde tous à dire que l'obésité morbide, c'est vraiment un facteur de risque énorme. Un grand merci Patrick Pelloux d'être passé par le plateau de Lignes Ouvertes sur PNTV. Merci à vous, au revoir. On vous passe quelques images, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on nous questionnait sur la façon de gérer les papiers, les articles, les unes de journaux tardivement le soir avant que ça imprime. Regardez, quelques images de l'imprimerie, c'était cette nuit. Et puis, juste après, préparez vos questions, restez avec nous, on sera avec Florence Pavageau, la déléguée régionale pour la Normandie du groupe La Poste. Ça vous concerne, ça nous concerne tous. Bonjour, ou plutôt bonsoir. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre des imprimeurs de Paris-Normandie, situés à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ils impriment en général 70 000 exemplaires du journal. Nous allons voir comment ils font tout ça en une nuit. On imprime tous les jours exceptionnellement là parce qu'il y a le cas du coronavirus, mais autrement tous les jours on imprime cette édition. Voilà, écoutez, on coupe ces images parce qu'on ne veut pas faire attendre Florence Pavageau qui est en ligne. Bonjour Florence Pavageau, vous êtes avec nous ? Bonjour. Bonjour, bonjour Sylvain, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je précise donc à nos internautes que si vous êtes intéressés par le sujet complet sur l'imprimerie de Paris-Normandie, dès cet après-midi, vous pouvez voir le sujet complet qui fait combien, Martin ? 5 minutes 5-6 minutes. Voilà, 5-6 minutes. Et vous en verrez beaucoup plus sur la façon, les coulisses en fait, la façon dont est imprimé ce journal quotidiennement. Florence Pavageau, déléguée régionale du groupe La Poste pour la Normandie. Bonjour. Quels sont les premiers mots d'introduction que vous aimeriez prononcer, là, puisqu'on vous a en plateau en direct ? Bien, avant tout, je voulais saluer les postières, les postiers, pour leur engagement, leur mobilisation pour garantir ce lien social si important aujourd'hui. Voilà. Alors, on va forcément commencer par parler du service. C'est quelque chose de très concret. Les tournées, le nombre de jours par semaine, s'agissant du courrier, s'agissant aussi des journaux, des abonnements. Et ça ne concerne bien sûr pas que Paris-Normandie. Vous êtes en train, si je ne m'abuse, de remonter à nouveau en puissance sur le nombre de tournées et le nombre de jours couverts. Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. Effectivement, on a posé un socle d'organisation au tout début de la crise sanitaire avec des exigences très fortes. C'était la sécurité de nos postiers et puis évidemment des clients et puis vraiment assurer nos missions de service public. Donc au départ, et comme vous le disiez, on a posé une distribution courrier, colis et presse sur 3 jours. 3 jours, oui. Jeudi, vendredi, mais on avait assuré quand même chaque jour les services de lien social. Ça, c'est très important. C'est tout ce qui concerne les visites aux personnes âgées à domicile, le portage de repas et de médicaments. Ça, c'était le point de départ. Alors depuis et très rapidement, on va commencer par la presse, notamment, en accord évidemment et complètement en cohérence avec les acteurs de la presse quotidienne. On est très conscient des difficultés de cette presse quotidienne. On a mis en place des renforts pour augmenter la distribution de la presse quotidienne, avec d'abord un jour de distribution supplémentaire, le lundi ou le mardi, donc à partir de maintenant, et puis très très rapidement, on va passer en fait sur 5 jours par semaine. Ouais. J'entendais de votre président annoncer ça sur les radios nationales ce matin.
Absolument, il était sur une radio nationale ce matin. Europe 1 pour pas la citer. Voilà, Europe 1 à 8h30 ce matin, absolument. Oui. Question d'un internaute, tiens, Florence Pavageau, puisque ici, notre principe, c'est d'être très réactif avec tous nos amis qui nous suivent chaque jour. On nous dit une lettre postée le 31 mars n'est toujours pas arrivée. Est-ce normal, sachant qu'on est le 9 avril Moi aussi, j'ai vu chez moi, j'ai du courrier qui arrive pas vite en ce moment. Alors, c'est quoi l'explication ? Alors écoutez, là pour cette lettre, je ne sais pas, hein, ça peut arriver, effectivement. Mais est-ce qu'il n'y a pas des explications concrètes qui font que ça induit une certaine lenteur dans l'acheminement, indépendamment des tournées des postiers d'ailleurs? Alors il y a plusieurs cas qui peuvent se produire. On a eu quelques centres courriers qui ont été fermés très peu de temps, mais pour cause de suspicion de coronavirus. Et donc il faut désinfecter le centre, il faut prendre des mesures de protection pour que les agents reviennent. Donc ça peut être un des éléments qui l'explique. Et voilà, donc il peut y en avoir d'autres, mais ça peut être effectivement un des éléments. En tout cas, à ce jour, tous nos centres courriers sont ouverts. Et voilà, j'espère qu'effectivement, ce que vous soulignez et qui arrive, hein, je l'entends aussi de mon côté, sera de moins en moins remonté. Voilà. Je me souviens, Florence Pavageau, au début de la crise, oui. Que certaines organisations syndicales, certains agents avaient voulaient faire valoir leur droit de retrait justement parce qu'ils étaient inquiets des conditions sanitaires dans lesquelles ils faisaient leur métier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui vos agents sont apaisés sur ce sujet-là? Nos agents, ils sont tout à fait apaisés sur ces sujets-là. On a très peu de demandes de droit de retrait. On a énormément travaillé avec les organisations syndicales. Il y a des réunions pratiquement quotidiennes dans les différentes branches. Et on a sécurisé au maximum, à la fois pour nos facteurs, sur tous les éléments de distanciation sociale, les gels, les masques pour certains quand ils font des visites de lien social. Pour nos agents en bureau de poste, on a eu une semaine de prestations sociales qui se termine et qui s'est bien passée, où on a mis en place véritablement des éléments pour les rassurer, des plexiglas au niveau des îlots, des masques à demande, du gel, enfin voilà, tout ça pour sécuriser nos agents et merci à eux d'être là aujourd'hui et demain pour accompagner la Poste. Alors, Florence Pavageau, j'ai quelques remontées là, du web de nos internautes fidèles qui nous suivent. On va essayer de les passer les unes après les autres et puis que vous puissiez répondre le plus rapidement possible pour être efficace. Question. Les facteurs ne font pas signer, enfin, constatation de cette personne, ne font pas signer les recommandés. Est-ce que ça ne pose pas un problème juridique ? Alors non, en fait, effectivement, là l'objet c'est de garantir la sécurité des clients et puis de nos collaborateurs. Et effectivement, on a suspendu temporairement le recueil de signatures, mais voilà, c'est très encadré juridiquement pour la distribution des lettres recommandées et des colissimo. Mais pour autant, le facteur il va demander par SMS l'accord en fait pour la livraison directement dans la boîte aux lettres. Voilà, et tout ça est très organisé. Il peut aussi, s'il y a une problématique au niveau du téléphone, également demander d'apposer votre signature sur un papier libre, il prendra en photo. Va. Tout ça est très cadré et très organisé et on l'a mis en place depuis quelques jours déjà, donc pas de soucis juridiques à ce niveau-là. Ok, merci de votre réponse. Nouvelle question, quelqu'un qui manifestement a des abonnements de presse qui arrivent dans sa boîte aux lettres, il nous demande, vous parliez de passer au 5e jour tout à l'heure, la personne nous demande quand est-ce que vous passez au 6e jour? Alors pour l'instant, on s'est engagé sur effectivement cette distribution sur 5 jours. Voilà, c'est un engagement fort qu'on a pris. Hein. On va y arriver. Donc on est sur 5 jours bientôt et c'est notre objectif. Et vous comptez progresser encore? On progressera autant qu'on peut. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous demande encore? Oui, tiens, question. Pourquoi avoir arrêté à la Poste la distribution quotidienne régulière dès le début? Alors, pourquoi avoir arrêté? En fait, on s'est calé sur une organisation industrielle qui nous a permis de maintenir ce service de distribution. Et en fait, les éléments sanitaires qui nous étaient remontés à l'époque, c'était de dire, partons sur ces 3 jours pour aussi garantir à nos agents, à nos facteurs, un temps de repos suffisant. Et on a posé en fait cette structuration au départ dans ces conditions-là. Depuis, on a beaucoup progressé, notamment sur l'accompagnement sanitaire au travers de tous les équipements qu'on met à disposition. Donc, on est en capacité aussi de travailler un peu autrement et de travailler aussi sur des renforts qui sont plus présents aujourd'hui, puisque effectivement on a des renforts qui sont arrivés aussi en nombre côté courrier pour assurer cette distribution de la presse. D'accord. Alors, sur 5 jours et au niveau du courrier colis sur 4 jours bientôt aussi. On a une personne, alors franchement je ne sais pas où elle est, sur quel territoire elle se trouve, mais elle nous dit je n'ai pas vu de facteur depuis 3 semaines. Alors apparemment il y a pas mal de messages qui vont dans ce sens. Est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez ou qui peut exister ?
Non, je peux pas. Je suis désolée. En plus, je n'ai pas d'exemple concret là. Non, je peux pas laisser dire ça. Alors, c'est-à-dire qu'on a 5 ou 6 personnes qui J'entends bien, je comprends et j'entends très bien. Je sais qu'on a eu des soucis on a eu des soucis et puis la structuration, l'organisation, elle se met en place. On l'entend. 3 semaines, ça me paraît énorme. Et maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que peut-être qu'il n'a pas vu quelqu'un passer, mais en même temps, la chute des volumes du courrier depuis 15 jours, elle est de 50%. Donc vous voyez bien qu'en même temps, il y a de moins en moins de courrier aussi qui est distribué, parce qu'il y a plein de choses qui ne se font plus. Par exemple, il y a plein d'entreprises qui mettent plus en place tout ce qui est développement des objets publicitaires, parce que les magasins peuvent être fermés pour certains. Donc voilà, donc sachez que 50% en moins du courrier, ça veut dire aussi qu'il y a aussi moins d'occasion de voir le facteur, mais franchement 3 semaines, non, je ne pense pas que ce soit possible. Florence Pavageau, quelle différence vous voyez entre la livraison des repas à domicile qui continue à se faire tous les jours, et c'est absolument indispensable pour nourrir les gens, et puis le courrier qui, lui, ne se fait pas en livraison quotidienne? En fait, l'idée, l'objectif, c'est d'assurer vraiment ce lien social et cette contractualisation très forte qu'on avait sur ces sujets-là. C'est très important le courrier, hein. Je ne dis pas le contraire, et c'est pour ça qu'on revient à 4 jours et à 5 jours bientôt. Mais le lien social, ce lien si important pour des personnes isolées, ce portage de repas pour des personnes isolées, ça, c'était essentiel pour nous de continuer à l'exercer en fait sur ce temps de 6 jours sur 7. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment mis la priorité là-dessus. Et la dernière question revient à Thomas Dubois. Non, peut-être. On a vu que on a parlé beaucoup des questions économiques encore aujourd'hui ce matin dans nos colonnes. La France entrait officiellement en récession. Est-ce que d'un point de vue purement économique, aujourd'hui, le groupe La Poste a des raisons de s'inquiéter? Comme toutes les grandes entreprises, hein, je pense que la situation est difficile. Voilà, on va la surmonter, mais effectivement, c'est compliqué pour nous dans toutes les autres activités de développement qui ne sont pas là, mais comme toute grande entreprise. Donc voilà, pour l'instant, on est vraiment dans l'action. L'action, c'est assurer nos missions de service public. Donc on l'a dit sur le courrier, revenir à cette distribution 4 jours puis 5 jours, et sur nos bureaux de poste, parce qu'on n'en a pas parlé, et c'était important aussi, c'est d'augmenter très rapidement le nombre de bureaux de poste qui sont ouverts, avec véritablement très rapidement, d'ici la fin du mois d'avril, un nombre plus important de bureaux de poste et de partenariats avec des agences communales, donc dans des mairies, beaucoup plus important avant la fin du mois d'avril. Ça, c'est notre priorité, c'est la priorité du groupe La Poste d'ici la fin du mois. Et puis, allez, je me permets la petite question bonus juste avant de vous laisser retourner à vos activités. On nous demande, est-ce que la distribution des journaux est assurée par des facteurs titulaires? Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Très bien. Ok, la réponse, elle est claire. Merci beaucoup, Florence Pavageau, d'avoir passé ce moment d'échange à la fois avec nous et aussi avec les internautes, puisque c'est la façon dont nous fonctionnons ici. Nous faisons de la télévision interactive et participative. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. On va, messieurs, continuer. Alors, restez avec nous. Là, on a encore des choses intéressantes à vous raconter. On va partir à Lille chez un restaurateur qui est d'ailleurs originaire du coin. Hein, il connaît la Normandie puisqu'il est né à Mont-Saint-Aignan. Et puis voilà, ça fait partie du registre des initiatives intéressantes à vous raconter. On est en ligne avec lui ? Oui, c'est bien moi, Martin. Bonjour, on est avec Martin Lebellec. Bonjour Martin Lebellec. Bonjour, alors je fais une petite précision, je suis né à Roubaix, mais j'ai grandi à Mont-Saint-Aignan pendant 15 ans. Bon alors j'étais pas mauvais, j'étais pas loin. Je fais partie des 2 mondes, on va dire. D'accord, vous êtes l'homme des 2 mondes, très bien. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous voir par Skype. Hein, pour tous ceux qui nous suivent, on va essayer de généraliser de plus en plus les liaisons par Skype. C'est quand même beaucoup plus agréable de voir quelqu'un comme ça qui vit et qui bouge. Alors racontez-nous cette initiative qui vous concerne. Alors ça s'appelle lagrandeBouffe.club. La Grande Bouffe. C'est un projet, La Grande Bouffe, c'est un projet solidaire qu'on a voulu mettre en place. Alors moi je suis restaurateur, on a fait ça avec 4 potes, un autre restaurateur et les fondateurs d'une agence de com à côté de Lille, de faire le constat que c'était compliqué la fermeture des restaurants, des bars d'un seul coup comme ça, et que ça mettait en difficulté pas mal de monde. Comme beaucoup de gens en général, mais d'autant plus d'avoir une fermeture brusque et soudaine. Et du coup, on a essayé de trouver un moyen d'aider à notre manière et de lancer un mouvement positif et optimiste pour aider justement nos confrères. Vous avez réussi à rallier beaucoup de collègues aujourd'hui, de confrères, consoeurs autour de vous? On est 70 là, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours qu'on est lancé et donc on est 70, on a commencé à 30-35. En fait, la force du projet, c'est qu'il est hyper local et que nous, on avait notre réseau et ça va hyper vite dans les villes dans ce cas-là et tout le monde s'est rallié à la cause
rapidement et après c'est l'effet boule de neige. C'est quel type de restaurateur vous retrouvez sur des points communs? Ouais, le point commun, c'est la qualité, aimer son métier, aimer donner un bon service aux clients et voilà, une démarche qualitative, quoi. Et on a le petit coffee shop du coin et on a des étoilés aussi qui jouent le jeu et c'est top. Donc c'est peu importe qui on est du moment qu'on aime son métier, quoi. C'est un petit peu ça le brief. Comment ça marche alors précisément, très concrètement? Comment ça fonctionne pour les personnes qui sont... Alors, pour le coup, dans notre région, ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. Peut-être que ça a donné des idées, justement, ici en Normandie. Ouais, on en parlera après parce que c'est un petit peu la question du moment. Mais en gros, le projet, le concept, c'est qu'il y a une plateforme de site internet où il y a une liste de restaurateurs de bars inscrits, du coup, sur le projet. Et les contributeurs vont directement cliquer sur le nom de leur resto préféré ou pas. D'ailleurs, ils peuvent le faire pour 5-6 restos s'ils veulent. Et ils ont des sortes de packages de 10, 20, 50, 100 euros. Et quand ils payent par exemple 100 euros, ils vont récupérer 10 euros supplémentaires. Donc on leur donne un pouvoir d'achat entre guillemets de 10% supplémentaire qui est le petit remerciement. Et ils pourront venir dès notre tour payer du coup avec des sortes de coupons qu'on leur remettra. Mais au-delà d'une simple transaction financière, l'idée c'était vraiment de créer du lien avec les gens chez eux qui ont envie d'aller au resto, nos clients, de créer une dynamique positive, de faire plaisir aux gens et de leur faire penser au retour du confinement. Et l'idée était de faire une grosse fête, alors soit une fête tous ensemble ou dans chacun des restaurants avec nos contributeurs pour les remercier, pour créer du lien avec eux et repartir sur des notes positives et que les gens puissent déjà dépenser leurs coupons à ce moment-là. Eh bien, on fera un petit tour à Lille alors. Oui, avec écoutez, plaisir. on aurait vraiment envie de pouvoir faire un petit tour à Lille. Oui, ça nous ferait plaisir. Merci beaucoup, Martin Lebellec. Merci. Si je peux juste finir là-dessus, on n'est pas du tout... aujourd'hui, ça marche tellement bien à Lille qu'on se dit pourquoi pas faire profiter les autres, effectivement, comme les Rouennais ou peu importe qui. Et donc, alors, on est apparemment, nous sommes en guerre, donc je vais faire un petit appel du 18 mai aux gens qui pourraient avoir envie de porter ce projet-là dans chaque ville, parce que c'est vraiment un projet qui doit être porté localement par quelqu'un qui a du réseau, et c'est comme ça, je pense, c'est ça la grosse force de la Grande Bouffe aujourd'hui, quoi. L'appel est lancé, relayé en tout cas ici dans la région. On espère Merci Martin Lebellec. Merci. Merci à vous. Merci à vous, au revoir. Bon courage. Merci. Au revoir. Question, juste avant d'accueillir, on peut le montrer, il est là, il est arrivé, il est apparu. Draco le magicien. Draco le magicien est apparu, et puis évidemment, comme à chaque fois, il remplace Baptiste Leroux. Voilà. Et donc, Draco va nous faire rentrer dans les coulisses d'un de ses tours, hein, c'est ça? Oui, voilà. Alors, donc, restez bien avec nous. Juste avant, je voudrais simplement répondre à un internaute qui nous posait la question de savoir pourquoi nos bonnettes de micro n'étaient pas protégées. Tout simplement, ce ne sont pas des bonnettes de reportage. En fait, nous sommes les seuls ici à utiliser la bonnette. Vous voyez, moi, ma bonnette, il n'y a que moi qui l'utilise. Et puis, quand on a des changements de personnes, eh bien, on change les bonnettes. Et à l'issue des émissions, de toute façon, elles sont également désinfectées. Voilà, c'est intéressant que vous nous posiez la question. Puis, c'était intéressant, effectivement, qu'on puisse vous répondre. Ça fait partie des coulisses de notre métier. Pour le reportage, bien sûr, c'est autre chose. Alors, Draco, c'est Draco professeur, c'est Draco l'académicien qui va nous apprendre à devenir aussi bon que lui. Exact. Alors voilà, j'ai dit que de temps en temps, j'amènerais dans mes valises des petites expériences que les gens peuvent refaire à la maison en cette période de confinement. Donc là, c'est le cas avec un petit tour qu'on peut refaire à la maison avec du matériel qu'on a sous la main. Voilà. Alors, allons-y. Allons-y, c'est en image là. Oui, allons-y, vous avez carte blanche. Je claque des doigts et ça part. Regardez, vous faites ça et ça part en image. Pour ce tour, vous avez besoin d'un peu de matériel, mais que vous allez trouver à la maison sans problème. Il vous faut un élastique. Et puis vous aurez également besoin d'une bague. C'est très simple. C'est en réalité une illusion d'optique. Oui.
Vous avez bien entendu, une illusion d'optique. Je pince donc l'élastique entre pouce et index de chaque main. Dans la main droite, je vais garder une longueur d'élastique beaucoup plus importante, comme vous pouvez le voir ici. Caché par mes doigts, je vais tendre l'élastique en éloignant ma main gauche. Ce qu'il va se passer, c'est que je vais tout simplement relâcher la pression entre mon pouce et mon index droit. Je vais vous montrer en gardant la main ouverte. Si je relâche la pression, vous voyez, l'élastique est tiré. Je garde mon gros bout d'élastique dans la main droite, je pince, j'écarte, et attention, concentration. Et là, on voit l'anneau qui se déplace lentement, mais sûrement, sur l'élastique. N'allez pas trop loin, car bien sûr, si vous lâchez l'élastique et que vous le laissez sortir des doigts, là, c'est la catastrophe. Pensez à bien vous entraîner avant de présenter ce tour de magie en public. J'espère que vous allez vous amuser, et quoi qu'il arrive, ne perdez jamais votre âme d'enfant. À bientôt. Voilà, et si vous voulez égayer vos journées de confinés à la maison, eh bien, vous appelez, il n'y a pas une hotline, on appelle Draco, il arrive avec une tenue de fin du monde. Il suffit d'y penser. C'est possible, ouais, ça? C'est du mentalisme. On pense à moi et j'apparais. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais en tout cas, vous pouvez, effectivement, le programme est en replay juste après, vous pouvez faire rewind et puis vous regardez à nouveau pour bien comprendre le tour de Draco. Draco qui termine avec un... Sur le site de Paris Normandie TV, c'est ça? Bah, bien sûr, Draco. Alors un petit tour pour la route. Voilà, j'ai mis une petite enveloppe là, c'est une petite prédiction et on va jouer avec Thomas qui est juste en face. Alors, j'ai des prénoms en fait de célébrités sur ces cartes. Antonio Banderas, Julia Roberts, Romy Schneider, Miu Miu, Tom Cruise, Johnny Hallyday, Al Pacino, enfin plein de célébrités différentes. Hop, et donc je vais séparer en deux. Et alors Thomas, vous allez me dire de quelle main je me sépare, le paquet qui est dans la main droite ou main gauche? Main droite. À gauche pour vous. Alors votre droite. Donc celle-là, je m'en sépare, d'accord. Donc hop, je resépare de nouveau en deux, comme ça à peu près 2 paquets égaux, d'accord, avec des célébrités toutes différentes. Je me sépare duquel de ces 2 paquets? Ah bah la gauche, ce coup-ci. Alors ma gauche, ma droite. Donc votre. Voilà. Il reste quelques cartes. Vous voulez me donner un chiffre? Vous me dites stop quand vous voulez, comme vous voulez. C'est sur le peu de cartes qui reste. Je fais défiler. Vous me dites stop. Ok. Ici sur celle-là? Allez stop, ouais. Vous êtes sûr? Vous pouvez changer d'avis. S'il vous plaît. Je suis sûr. J'essaie de... Alors, on a la carte ici sur laquelle vous m'avez arrêté. Alors, on avait plein de célébrités. Catherine, Jean, Alain, Josiane. Je vous laisse deviner les noms de famille. Vous êtes arrêté sur cette carte et on est tombé sur une star américaine que je connais bien, qu'on ne s'est pas vu depuis un petit moment. Brad Pitt. Ah, je connais bien aussi, ouais. Voilà. Et alors, ce qui est incroyable, c'est, Sylvain, vous avez vu, il y a une enveloppe qui est là depuis le début, une prédiction. J'ai mis une photo dans cette enveloppe. Alors, si c'est une photo de Brad Pitt, c'est quand même fort. Parce qu'on n'aurait pas pu savoir qu'il allait... Bien sûr. Alors on va regarder. Hein, et puisqu'on était sur le plateau, on a vu... On n'a rien prévu. Quand vous êtes arrivé, on a vu que l'enveloppe a été posée, il n'y a pas eu de trafic. Alors je vérifie, c'est bien une photo de Brad Pitt. C'est quand même pas mal. Hein. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Certes, mais encore. Une photo de Brad Pitt quand il avait 3 mois, mesdames et messieurs. Voilà, ça c'est la partie comique. J'aime bien mélanger l'humour et la magie. Mais à la fin, il faut qu'il y ait un petit peu de magie quand même. Et il y a quand même Brad Pitt. Il y a quand même Brad Pitt qui est là, donc c'est bien. Bravo. Voilà, chers amis. Bon, eh bien écoutez, l'homme qui énerve toujours tout le monde. Bon, tant qu'il ne nous met pas en lévitation, tout va bien. Tout va bien. Merci beaucoup, Draco. Merci Draco. On se retrouve... allez, vous venez la semaine prochaine? Mardi, ok. Mardi, et puis allez, je tire sur la corde jeudi. Mardi et jeudi, allez, plaisir. On retrouve Draco mardi prochain et jeudi prochain avec grand plaisir. On l'aime beaucoup. Et je rappelle que vous nous aviez promis une chanson pour demain. Je tiendrai parole. Alors je tiendrai parole. J'avais promis effectivement ma chanson à moi de confiné pour demain. Oui, je l'ai fait. Je suis en train de terminer le petit montage. J'ai demandé à mon épouse de me donner un petit coup de main et puis je diffuserai ça en fin d'émission. J'ai des preuves tangibles de son passé de musicien. Allez, on arrête là. Stop. Voilà, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Draco, merci Thomas, merci à toute l'équipe de la rédaction, tous les journalistes de Paris Normandie qui sont toujours mobilisés, qui travaillent pour la quasi-totalité d'entre eux, bien sûr, en confinement, qui travaillent chez eux, mais toujours pour sortir ce journal, ce quotidien qui est toujours à votre disposition tous les matins. Et puis, bien sûr, tout le service d'Amandine Briand, Frédéric Borghino et tous les autres qui vous font du web avec toutes les infos disponibles en permanence. Pratiquement minute après minute. Merci à vous tous. À demain sur le plateau pour un nouveau numéro de Lignes ouvertes et restez chez vous.